Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Found in Interpretation. Encore une fois, je suis votre co-animateur Alain Breton et je suis avec Brian. Brian, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et puis nous sommes aussi accompagnés de Sylvie Lemieux. Comment ça va, Sylvie? Ça va très bien, moi aussi. Et comme je le disais, hors micro, ça va vite. Oui. Oui, tout à fait. Alors, n'oubliez pas tout le monde, commentez, partagez, cliquez sur le petit bouton like et puis voilà, on commence. Nous sommes ici avec Sylvie Lemieux. Sylvie Lemieux est traductrice et chercheuse en neurosciences de formation, entrepreneur et fondatrice de Tradinter Inc. Est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est bien ça, oui. Oui. Elle est aussi hôte d'un podcast, elle aussi, mais c'est plutôt des podcasts en direct. Hein. C'est un autre format que Found in Interpretation. Comment ça a commencé? Ça a commencé parce que avant même que ChatGPT, ça fait 3 ans, je travaillais dans une entreprise et je voyais que les traducteurs perdaient confiance en eux à cause de ce qui là on était à l'étape de la post-édition. Donc et puis les pigistes, là je parle des traducteurs employés et des traducteurs pigistes perdaient confiance en eux. Et moi, j'ai étudié justement en neurosciences. Après mon doctorat, je me suis penchée sur l'estime de soi. Donc, sentiment d'appartenance, sentiment de contrôle, c'est deux valeurs deux besoins fondamentaux qui doivent être en cohérence, en synchronicité pour qu'on ait de l'estime de soi. Alors, le sentiment d'appartenance, depuis la COVID, avait diminué. Puis le sentiment de contrôle avec la post-édition avait diminué. Et là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose pour ramener. Là, on n'était pas encore dans l'intelligence artificielle. Là. C'est vraiment pour ramener l'estime pour que les traducteurs et les traductrices puissent développer ou renforcer leur estime d'eux-mêmes. Et après, en 2022, là, ChatGPT est arrivé, l'intelligence artificielle. Alors là, ça venait encore plus toucher l'estime de soi puis le contrôle. Là, c'était le chaos. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que quand on parle d'estime de soi, ça va sûrement aussi avec la définition d'un traducteur, parce qu'on parle ici du métier de traduction. Ce que vous dites là touche pas autant les interprètes, du moins pas encore, du moins pas pour les prochaines années. Ça commence, mais est-ce que c'est plutôt une question de définition du traducteur qui est en train de changer pour pouvoir redonner confiance en soi? C'est ça, mais c'est pas juste ça. J'ai eu un invité de Mila. Vous connaissez Mila, il y a le centre de Yoshua Bengio, là. Je ne connais pas. OK. Je vais vous le faire connaître. D'accord. Ils font de la recherche sur l'intelligence artificielle. D'accord. Et puis, moi, c'est ce que je soupçonnais, mais en discutant avec les gens de Mila, qui sont des chercheurs en intelligence artificielle, leur centre est à Montréal, rattaché à l'Université de Montréal. Est-ce qu'il y a puis que vous êtes touché aussi les interprètes par le hype? Ça vous dit quelque chose? Oui, la oui. publicité exagérée. J'ai eu aussi à mon podcast Mike Dillinger. Je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille. C'est ça, c'est parce qu'il a fait son doctorat en même temps que moi, mais à Montréal. Puis il est parti au Brésil. Fait que je comprends que vous le connaissiez pas parce qu'il est allé travailler pour Google aux États-Unis. Mais moi, je le connaissais parce que je l'ai lu pendant ma thèse et je l'ai invité. Et là, lui, ayant travaillé pour Google, nous a expliqué, bien, vous devez vous en rendre compte aussi, que les grands, la GAFA et compagnie ont des méga budgets publicitaires pour faire vendre leurs applications à des clients qui ne connaissent pas la traduction, mais qui veulent avoir quelque chose de rapide, qui coûte pas cher et puis qui leur permette d'aller un peu partout avec la mondialisation. Mais ça, c'est très mauvais parce que les traducteurs qui sont justement dans leur bulle ont pas de contact. Ils sentent un malaise, mais ils savent pas comment mettre le doigt dessus. Et c'est ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont un faux
ils ont une fausse perception de la valeur de leur métier qui est due à la grande publicité, à la force de la publicité des GAFA. Moi, je parle pour les traducteurs, là. Je parle pas évidemment pour les interprètes. Non, mais les interprètes sont confondus des fois aussi parce que avec l'annonce récente de Microsoft qui parlait des 10 métiers les plus vulnérables à l'intelligence artificielle et qui va, selon eux, disparaître. En première place, c'était les traducteurs et les interprètes. Ah bon, Ouais. c'est rassurant, hein? Ben, c'est pas ça qui va arriver. Mais Non. tout ça pour vous dire que pour les traducteurs, c'est une définition du métier qui est biaisée par la fausse. Moi, je dirais c'est un genre de désinformation. La publicité, c'est pas de l'information, là, c'est hype, là. Mais je sais que les interprètes aussi sont sensibles à la hype. J'ai assisté à un congrès au mois de juin, un congrès virtuel en Europe, et qui est en interprétation. Et je voyais déjà dans les commentaires que les interprètes, en tout cas en Europe, semblaient être plus conscients de la hype, mais de voir qu'ils sont obligés d'évoluer là-dedans. Les traducteurs le sont moins. Parce que vous parlez, les interprètes, vous êtes en cabine, vous réseautez plus. Fait que c'est ça. Oui, pour répondre à votre question, Alain, oui. Pourquoi? Ouais. Avant la COVID, je trouve qu'on bavardait plus entre nous parce qu'on était en cabine ensemble et puis on devait voyager sur place ensemble. Et puis avec la COVID, on a perdu un peu le côté convivial entre les interprètes. Et je trouve que c'était très difficile, surtout la première année en 2019-2020, quand toutes nos affectations dans une semaine ont disparu complètement, puis on savait plus quoi faire. Et puis il y avait pas de réseau, il y avait rien pour en parler entre nous. Et c'était finalement quand Zoom a décidé de mettre sur place un système d'interprétation qui à l'époque était moins que désirable. C'est là où on a commencé à bavarder de nouveau et puis à ouvrir des canaux WhatsApp pour disons faire la relève entre nous deux quand c'est au tour de l'autre interprète de reprendre. Et puis on a créé des chats et puis là maintenant je trouve que ça va beaucoup mieux, mais ça a pris du temps après la COVID. Ah ouais, c'est un choc, hein, c'est sûr, ça a désorganisé. Ben, mais quand on parle du côté hyperbole des GAFA, quand ils parlent de l'intelligence va remplacer telle et telle profession, à quelque part, puis c'est pas la première fois que je le dis dans le podcast, que pour moi, c'est plutôt une façon pour eux de trouver du financement. Je veux dire, ils veulent justifier leur existence et tout le financement qu'ils peuvent avoir en disant, ben écoutez, telle profession va disparaître avec nos bidules technologiques, mais les gens n'iront jamais vérifier la véracité ou non. Et puis, jusqu'à présent, pour faire suite à la perception qu'on peut avoir de soi-même, c'est sûr que si on manque de travail, et puis on n'est pas capable de joindre les deux bouts, on a difficulté à trouver des contrats, alors là, c'est sûr que l'estime de soi peut être touchée, beaucoup plus. Par contre, pour moi, personnellement, quand j'entends ça, je me dis, moi, en tout cas, du moins, de mon côté, ça va bien, je continue à travailler. On entend toujours parler d'une pénurie d'interprètes qualifiés qui savent faire leur travail. Quand on est dans cet environnement-là, ils ont beau dire n'importe quoi au-dessus de nos têtes. Moi, personnellement, ça m'affecte pas. Et puis, les traducteurs le sont plus. Premièrement, les traducteurs font de la résistance au changement. Mm-hmm. Ça, c'est tout à fait humain. Je veux dire, ça a été la même chose quand les mémoires de traduction sont arrivées, quand la traduction neuronale est arrivée. Mais puis là, on voit de la résistance au changement. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, s'ils font de la résistance au changement, ils vont pas aller chercher justement l'information qui va leur permettre de se retrouver de nouveau dans cette perception-là d'eux-mêmes qu'il y a du travail. Je vais vous donner un exemple. Là. Moi, je me bats actuellement avec l'automatisation des courriels. Là. J'ai engagé un coach parce que là, il n'y a pas de cours non plus. Là, hein. Faut pas oublier que l'université, elle suit pas en arrière. Là. Alors, puis il n'y a pas d'école qui leur donne. Donc, là, quand on va se mettre à jour, nous, les traducteurs,
il faut engager un coach. Moi, j'engage un coach en automatisation. Je veux aller augmenter mon bien-être. Je vais aller chercher un coach en bien-être. Ouais, mais il y a le TIAC qui a des formations aussi, par exemple. Ils sont dépassés. Ils sont pas capables, là, ils suivent pas le rythme. C'est encore la vieille clique qui parle de linguistique purement. Puis c'est correct de parler de la langue parce que au Québec, la langue française, elle a une valeur identitaire. Ça nous définit par rapport à la masse d'anglophones. L'OTIAC est resté là-dedans. Et l'OTIAC, c'est un ordre. Ce n'est pas une association professionnelle qui protège les droits des traducteurs. Il faut, comme les médecins, prenons les médecins, ils ont leur collège de médecins, leur ordre, mais ils ont leur avec un S, association avec un S professionnel. Ouais. Pour les médecins spécialistes, ici et ça. Nous, on n'en a même pas une. On n'est même pas capable de dire, nous, c'est un acte réservé, puis ça vaut tant, puis là, il y a une augmentation du coût de la vie, donc, comme les médecins, dans le fond, là. Donc, l'OTIAC, ce qu'ils font, c'est que oui, ils donnent des formations, mais encore là, c'est des gens qui ne suivent pas. J'ai pas vu de formation sur l'automatisation. Je suis obligée. Puis moi, je me calcule que je suis assez éveillée, là. Je sais un petit peu là ce qu'il faut aller chercher. Je suis dans le groupe Facebook Info IA Québec, qui a été créé par une traductrice, Natacha Tata. Donc, je suis là ce qui se passe. Là, il y a beaucoup de traducteurs qui sont introvertis d'ailleurs de nature, qui il m'arrive Sylvie, j'ai plus de travail, je suis introvertie, je sais plus quoi faire. Puis là, moi, je veux bien leur donner de la formation, mais ils ont plus les sous pour me payer non plus. Fait que moi-même, il faut que je paye pour avancer. Je peux pas traîner. J'en ai beaucoup là qui sont venus cogner ma porte. Et dès que je parlais de prix ou d'une rémunération pour mes heures que je leur donnais, je vais voir à ça puis je les revoyais plus. Alors, on est pris là-dedans. Il faudrait qu'il y ait un genre de financement du gouvernement là ou de l'assurance emploi. Quand on est travailleur autonome, on peut cotiser à l'assurance emploi. Maintenant, oui. Ça a toujours été. Mais non, ça n'a pas toujours été. Moi, j'ai été travailleur autonome puis j'avais pas le droit à l'assurance emploi. Mais ça fait longtemps, là. Moi, c'est parce que... OK. Non, je suis d'accord avec vous. Alain, actuellement, oui. Mais moi, j'y ai goûté à un moment donné. J'avais plus de travail puis j'avais pas l'assurance emploi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai de la... Puis en toute honnêteté, moi, je comprends la situation de bien des gens, mais en même temps, quand on est travailleur autonome, on a la responsabilité de continuer à se former. C'est ça, de continuer à se former. D'accord avec vous. Et puis, s'il y a des gens qui sont pas capables de suivre la parade, ça, c'est un peu dans n'importe quel domaine. Même quelqu'un en informatique, on dit, l'informatique, il y a beaucoup d'emplois. Mais si tu es en informatique et tu connais un vieux langage de programmation que personne d'autre connaît, peut-être que là, tu as une avance sur les autres. Mais je veux dire, si tu n'as pas été capable de suivre la parade, mais même quelqu'un qui pourrait dire, je suis en informatique ou en design graphique ou peu importe, il faut que le monde dans lequel on vit, c'est plus un monde où on s'assoit et puis on dit, OK, je vais attendre mon chèque, puis je vais faire mon petit travail, puis je vais attendre à vivre la même chose pendant 30 ans. Ce monde-là en mouvement, c'est pas seulement chez les traducteurs ou les interprètes, mais c'est partout, en fait. Partout, absolument. Moi, j'ai appris ça difficilement, mais c'était avec mon comptable. J'avais un comptable en 2003-2004 et puis il exerçait seul. Il travaillait en solo dans son propre cabinet. Et puis, il n'était pas à jour avec les lois pour les taxes et tout ça. Donc, quand j'ai été vérifié par Revenu Canada, j'ai dû payer beaucoup d'argent à l'époque. Mais ça m'a appris par la dure, hein? Ouais, tout à fait. Mais ça m'a appris aussi que... seconde. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai appris, c'est que si tu travailles avec un comptable qui travaille seul, des fois il n'est pas tout à fait informé de ce qui se passe dans son métier. Et puis de l'autre côté, si tu deviens une grosse firme de comptable ou de traduction, disons comme Transperfect Translation, c'est un peu la même chose. Tu deviens un numéro. Et puis c'est garbage in, garbage out. Et puis alors moi j'ai dû trouver un comptable qui travaillait avec une petite équipe
et ils se gardaient toujours informés. Mais pour revenir à ça, ouais, les traducteurs, d'habitude, ils travaillent en solo, ils travaillent pas en équipe, n'est-ce pas? Exactement. Puis Ouais. les autres qui veulent avoir de la régularité, de la sécurité, s'en vont pour les agences. Puis il y a eu un phénomène aussi qui est apparu. Moi, quand je travaillais en 2000, 2010 pour des boîtes comme les traductions Tessier et tout ça, c'était des traducteurs qui étaient à la tête, qui dirigeaient l'entreprise. Maintenant, j'ai travaillé pendant 2 ans pour Oxo Innovation. Le propriétaire, c'est un avocat. Je crois, il y a beaucoup d'entreprises. TRSB a vendu, je pense qu'ils sont encore dans la boîte, mais ils ont vendu à des intérêts américains. Lionbridge appartient à des actionnaires aux États-Unis. Donc, ce n'est plus des langagiers. Eux, leurs soucis, je ne les blâme pas parce que sinon ils mettraient la clé dans la porte, c'est de faire de l'argent et que leurs actionnaires aient des bons revenus. Mais dans l'équation maintenant, les traducteurs sont de plus en plus absents dans les entreprises. Moi, j'en ai fait 5, les 5 dernières années, là. 5 entreprises? 5 entreprises, oui. J'ai fait Lionbridge avec la COVID, on a été licenciés. Après ça, j'étais chez Oxo Innovation, je suis restée là pendant 2 ans et demi. J'ai fait un petit bout chez Alexa. Après ça, mais je suis restée quelques semaines parce que justement là, je voyais que ça correspondait pas à mes valeurs. Puis j'en ai fait 2 autres aussi là. Puis Coop Edgar, c'est ça. Coop Edgar. Fait que j'ai vu chacune avait leur façon de gérer leur plan d'entreprise, mais ça se parlait pas. Il y avait chacun avait ses objectifs, sa façon de voir, leur parc technologique qui était pas du tout pareil. Quand on parle de parc technologique dans le ça domaine veut de la dire, traduction, on parle de logiciels? Oui, exactement. On parle chez Lionbridge, c'était leurs propres applications parce que c'est une multinationale et donc ils ont les moyens d'avoir leurs affaires maison. Mais nous, quand on arrive avec Trados du MimoQ, on est complètement, faut apprendre ça. D'autres, ça va être Trados, c'est sûr que par Trados. Or, on sait que Trados est dépassé, mais c'est le plus gros joueur sur la scène internationale parce que c'est le premier qui s'est imposé. Alors, les clients connaissent Trados, ceux qui sont pas des langagiers, là, je parle. Après ça, il y en a d'autres, c'est MimoQ. Et puis, il y en a d'autres qui sont encore dans Word, puis ils se promènent avec des lexiques, qui s'en vont dans Google. Excel. C'est ça, Excel. Et le meilleur que je vous dirais, à ma connaissance, c'est WordScope, qui est en Europe. Mais j'ai pas travaillé avec WordScope dans une entreprise. Je l'utilise pour mes propres contrats parce que eux, ils ont eu l'intelligence de créer une plateforme pour les traducteurs qui n'ont plus à sortir de la plateforme. Ils ont tout et ils ont ChatGPT qui est intégré. Je sais que Trados commence à intégrer ChatGPT, mais WordScope, ils ont 5 moteurs, même il y a plusieurs moteurs de traduction. On peut les choisir. Moi, généralement, je choisis Traduit quand je travaille dedans parce que c'est un gros corpus canadien. Et je choisis DeepL, qui a rapport avec Lingui. Et WordScope, maintenant, quand je rentre ma terminologie, ça s'en va tout de suite dans DeepL. Fait que si j'ai un texte de 10 000 mots, puis que je choisis dans le premier paragraphe que je vais traduire tel terme de telle façon, quand je traduis aux 5 000 mots plus loin, j'ai toujours le même terme. Et ça s'en va pas dans la version publique, ça reste DeepL, mais la version là, je peux pas vous rentrer dans la. Demandez-moi pas d'expliquer comment ils font ça, aucune idée. Non, mais en je fait, sais que ça moi, marche. c'est un tout nouveau monde, là où j'entends ça, puis là, moi, je me rappelle encore du papier crayon en traduction à l'Université Laval à l'époque. Moi, je veux dire, je connais Trados puis WordQ, mais je veux dire. Non, c'est ça, vous êtes en interprétation, là. Ouais, moi, je connais la version Trados de 2004, 2005, et puis c'était tellement difficile à apprendre. Oui, il y avait plein de Oh, mon bugs. Dieu. Ouais, c'était. Ça. Ouais. Ça. Mais même l'agence la plus grande de traduction au Canada a été vendue à Lionbridge, je pense, non? CLS, il y Ça, a, je suis pas au courant. il y a OK. 8-9 ans, quelque chose comme ça, avant la COVID. OK. Et puis, donc, on a perdu l'agence la plus grande en traduction au Canada à une multinationale. Et je trouve que ça arrive de plus en plus souvent. C'est les multinationales deviennent de plus en plus grandes. C'est comme dans tous les autres secteurs.
Absolument, c'est un regroupement, une fusion de... Alors là, le traducteur qui arrive, comme on se dit, là, dans cet environnement-là, là, on parle de méga. À ce moment-là, c'est très difficile. C'est un numéro, ouais. C'est un numéro. Ouais, c'est Alors, ça. Alain, ce que vous dites, là, d'être comme dans une entreprise, comme aussi vous dites, Brian, entreprise de taille moyenne, je crois que c'est ça qui est optimal pour le traducteur qui a un sentiment d'appartenance. C'est ça. Et le client aussi. Et le client. Le client, il a la qualité. Ouais. Oui. Ouais, parce que t'as beau avoir quelqu'un qui est dédié au client, mais si cette personne tombe malade et ça va au suivant, puis ils doivent reprendre à partir de zéro, tandis que une boîte moyenne, je trouve que, disons, nous avons interviewé récemment une compagnie de taille moyenne à Montréal qui fait de l'audiovisuel, et je trouve qu'ils font beaucoup plus attention aux détails par rapport aux grosses agences d'audiovisuel qui, des fois, embauchent n'importe qui juste parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Ça. Ouais. Mais ça doit affecter l'amour-propre aussi, parce que je me souviens en 2003, 2004, quand j'étais membre de l'ATIO en Ontario, ils recommandaient que les honoraires soient dans les environs de 25 cents le mot. Mais 20 ans plus tard... Excusez-moi de rire parce que... Ouais, non, je sais, justement. Mais ça doit affecter c'est les l'amour. discussions que j'ai avec M. Darabé. On a des bonnes discussions. M. Darabé, il a fait son cours à l'Université Laval. Hein. Ah, mais ouais, non, mais ça doit affecter l'amour-propre, l'estime de soi. Oui. Quand on voit que les honoraires ou les tarifs n'augmentent pas, puis ça reflète la valeur du travail. J'avais des bonnes discussions avec Donald parce que on était un an, on n'a pas fait nos études ensemble, mais on a eu tous les mêmes professeurs parce qu'on a un an de décalage, là. Fait qu'on, et puis, je lui disais, votre sondage que vous faites à l'OTIAC pour montrer c'est quoi le tarif. J'ai dit, c'est qui répond à ça? Parce que moi, j'ai un doctorat, donc moi, c'est méthodologie. Quand on fait un sondage, il faut que ça soit sérieux, il faut qu'il y ait une méthodologie, il faut qu'il y ait un objectif et tout. Ben, c'est ceux qui veulent bien répondre. Et qui va répondre? C'est ceux qui font des gros, qui font 20, 25 mots. Alors, ça, je disais à Donald, ça serait bon de revoir la méthodologie pour que ça soit le reflet de la réalité. Les gens qui sont payés 10 cents du mot, ils n'iront pas dire sur le site de l'OTIAC qu'ils gagnent 10 cents du mot. Ils vont se faire stigmatiser. Ouais, mais là, c'est anonyme. Oui, mais ils n'iront même pas le dire. Ils n'iront même pas le dire. Même si c'est anonyme. Même si c'est anonyme. Ben, moi, c'est ce que j'ai vu. J'en ai parlé avec des collègues. Pas ce que j'ai vu, parce que j'ai pas vu les données, mais j'ai vu qu'il y avait pas de méthodologie, que sans doute, il y en a peut-être qui vont dire qu'ils gagnent une dizaine du mot. Mais, on le cache, là, quand on accepte des contrats comme ça. Donc, on n'ira sûrement pas répondre. Mm-hmm. Mais même, il y avait des... il y a une dizaine d'années, j'étais sur le Prosé pour voir ce que ça donnait. Oui. Puis Prosé, c'était un peu la même chose. C'était au Prozed, je sais pas, Pros. Ok. En tout cas, il fallait soumissionner. Et celui qui demandait le moins était celui qui récupérait le contrat. Et puis c'était des fois 3, 4, 5 cents le mot. C'était ridicule, donc j'ai arrêté, je me suis... Il a annulé mon abonnement. La solution, c'est de refaire complètement le travail, comment je pourrais dire, redéfinir effectivement le rôle de traducteur. Mm-hmm. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça quand il y a des compagnies comme ça? Ils vont embaucher quelqu'un, disons, de Burundi qui, pour eux, 3 cents le mot, c'est Mais super. demeurez à l'affût au mois de février, vous allez avoir la réponse à votre question. Ah, OK. On est en train de travailler là-dessus. Super. Et moi, j'ai une grippe, mais je peux pas en dire plus. Sur les grippes? Non, ça vient au mois. Ça va être par l'OTIAC, ça va être annoncé. On est en pour parler avec eux. Ah, cool. C'est qui on? Ah! Bah, c'est pas toi, okay. là. Non. C'est quelqu'un, ça va être une collaboration Union européenne-Canada. On redéfinit vraiment le rôle de traducteur, et j'en ai parlé à Donald, et il est d'accord. On va avoir des rencontres, là, d'avoir de quoi, là, mais ça va s'en aller, ça s'en vient. Là. Encore là, comme on vient de se dire, il y en a qui embarqueront pas là-dedans, parce qu'ils vont dire trop de gestion, la résistance au changement,
Je suis mieux de prendre ma retraite, de faire d'autres choses. J'ai une collègue qui est, elle est interprète, mais elle enseigne aussi à l'université à Montréal, et puis elle enseigne le sous-titrage pour les films, comment créer le sous-titrage, mais elle a arrêté d'enseigner parce que tout le monde utilisait l'intelligence artificielle pour créer le sous-titrage. Elle a dit ça sert plus à rien. Même si j'essaie de leur dire qu'il y a de la finesse, il faut vraiment trouver le mot juste, surtout pour des films où il y a tu sais, des phrases qui sont vraiment catchy, qu'on n'oubliera jamais, puis avoir une traduction qui est juste, c'est comme ci, comme ça, ouais, elle a décidé, non, c'est plus pour moi, ça. Ouais, j'ai l'impression que dans la redéfinition du travail, si j'avais juste comme ça à brûle pour point à y réfléchir, et puis si je combine ça avec l'idée de sous-titrage, j'ai l'impression que quelqu'un peut-être qui utiliserait des logiciels d'intelligence artificielle, un traducteur ou quelqu'un qui traduction plus quelque chose, je dirais, il y a une formation de traducteur, il y a une formation pour le sous-titrage, il utilise des outils d'intelligence artificielle, mais vu qu'il a une formation de traducteur, il va toujours être à l'affût de certains éléments que quelqu'un qui ne fait qu'écrire ou qui utiliserait seulement les technologies ne pourrait pas voir. Alors là, le traducteur devient plutôt un accompagnateur pour la compréhension culturelle et linguistique. C'est dans cette voie-là qu'on va s'en aller, d'ailleurs. Moi, Thierry. J'espère que j'ai pas vendu la mèche. Non, vous allez voir. Avec ta boule de cristal. J'essaie de faire preuve d'imagination. Ouais. Non. Mais c'est ça. Alors, vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est les enjeux, bien entendu, d'intelligence artificielle, de technologie, etc. Et puis, mais est-ce qu'il y a toujours un avenir pour les traducteurs? Il y a encore des étudiants qui font des formations en traduction dans les universités. Bon, ça veut dire qu'on y voit encore, on y accorde encore beaucoup de valeur. Oui. Moi, je pense que oui, c'est ça, je peux pas aller plus loin dans ce que je vous ai dit, là, je vous ai mis un petit peu au parfum. Oui, il y a un avenir pour les traducteurs, absolument, parce qu'ils ont des compétences. En fait, les traducteurs, Brian en est un bel exemple, là, la personne multilingue. Moi, quand j'ai fait mon bac, c'était anglais-français parce qu'on nous préparait pour en raison de l'adoption de la loi sur les langues là, qui venait d'être adoptée au fédéral. Maintenant, les jeunes générations ont plusieurs langues, donc ça à leur actif. Puis les nouvelles générations, mais c'est ça, les universités ne suivent pas là. Vont être beaucoup plus habiles que ma génération avec les outils d'intelligence artificielle. L'automatisation sont ouverts. Aller aussi chercher des clients directs. Ça, c'était l'autre défi, là. Beaucoup de gens préféraient aller chercher des clients directs, mais ils ne savaient pas comment faire. Parce qu'un client direct, ça paye mieux. Parce que on garde tout l'argent dans nos poches. Et en interprétation, c'est un peu la même chose. Et puis là, c'est avec la jeune génération est plus habile avec les réseaux sociaux, donc on va être capable d'aller chercher. Moi, actuellement, là, je lis beaucoup Alex Hormozy. Je sais pas si vous le connaissez. C'est en tout cas la vedette actuellement. C'est mon coach justement qui a à peu près 25 ans, qui m'a conseillé de lire Alex Hormozy. Et là, je découvre l'équation de la valeur. Alors, quand on veut avoir un client direct, on peut pas dire, moi, j'offre ces services. C'est fini, ce temps-là, d'arriver, de cogner à la porte et de dire, moi, j'ai ça, je vous offre ça, j'ai tel diplôme, j'ai tel temps d'expérience. C'est pas ça que le client veut entendre. Le client, il y a un problème. Vous savez, en interprétation, les gens arrivent avec ils sont pris, là, ils ont le congrès, puis ils viennent cogner à votre porte, puis ça presse, puis tout ça. C'est ça, ils veulent qu'on leur donne ce qu'ils veulent, puis en faisant le moins d'efforts possible. C'est ça qui donne de la valeur à nos services pour le client. Il me fait penser à un certain adolescent que je connais. Okay, non. Oui, hein? C'est ça. Moi aussi, je regardais ça, je dis, mais c'est vrai que les clients sont comme ça. Alors là, il faut que le discours pour aller chercher le client direct, il faut
savoir comment. Puis il faut avoir le pitch. Comment nous autres, on appelle ça un argumentaire éclair. Le elevator pitch. Voilà. Oh, c'est la traduction de... OK, d'accord. La Non, mais traduction nous autres, on d'elevator pitch. propose ça, là. Je sais Ouais, non, pas, mais je l'aime bien, je l'aime bien. Ouais, je savais que vous aimeriez ça. Ben, faut les retenir comme interprète. On sait jamais si un jour on Elle va est entendre forte, quelque c'est ça. chose. Oui. Là, je prends une note mentale. Mais c'est Euh, vrai, les clients, ils veulent plus voir ton CV, ils veulent voir les solutions à leurs Ah. problèmes. C'est ça. Parce qu'ils n'ont plus le temps. Non, c'est ça. Puis la façon de les rejoindre, ça dépend des générations. Alors, mon coach a 25 ans, là, donc il me parle beaucoup de tunnels d'acquisition. Je sais pas, c'est acquisition tunnel, là. J'ai pas été voir à l'Office de la langue française si on a un équivalent pour ça. Mais c'est comment, avec les médias sociaux, faire une petite vidéo rapide, justement faire un argumentaire éclair, mais sous forme de vidéo. Dans les réseaux que telle génération fréquente, telle autre fréquente et telle autre fréquente. C'est pas toute la même chose. Et puis, leur dire, parce que le but, c'est de les rassurer, les clients, leur dire, moi, j'ai la solution pour toi, mais toujours rester, dire la vérité. Mhm. C'est ça. Ne pas, moi, quand je dis quelque chose, j'ai la solution pour toi, c'est, je sais que j'ai la solution pour toi. Je commencerai pas à dire, à raconter des mensonges, là, parce Non, que tout à fait. là, c'est ça. Ouais, Il n'y a rien de pire que des mensonges, on ne sait plus ce qu'on a dit avant. mais le client doit être éclairé aussi, donc vous pouvez leur donner les solutions et puis c'est là après, une fois que vous avez donné votre pitch, ils peuvent dire ok comment vas-tu faire ça, prouve-le-moi. C'est là où tu donnes ton CV et tout ça, et ton expérience et ce que tu as fait pour d'autres clients, etc. Et après, le client va même vous recommander à d'autres clients qui vont être mal pris comme lui, avec le CV, le portfolio, etc. Ouais, mais tu sais, des fois, on pense souvent, il y a souvent cette crainte chez les travailleurs autonomes de se dire, ah, ben, c'est le plus bas soumissionnaire qui va remporter. Mhm. On l'entend souvent, puis personnellement, J'ai reçu un courriel là-dessus hier du Ah, gouvernement fédéral. ben, mais Ça, je c'est veux l'autre dire, problème, oui. ouais, ben, je veux dire, peut-être que je pourrais mettre une exception ici à ce que je vais dire sur le gouvernement fédéral, mais souvent, en tout cas, souvent, moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, ben, peut-être que moi, je ne veux pas faire affaire avec ce client-là non plus. Parce que des fois, ceux qui veulent absolument couper, euh, vont pas, on pourra pas partager les mêmes valeurs. Et puis, ultimement, ça va être désagréable pour tout le monde. Parce que moi, je le ferais de reculons, parce que je me dis, ah, ben, dans le fond, je sais que c'est sous-payé, mais je le fais quand même, je me sens mal. Et puis, de l'autre côté, ben, c'est le genre de client qui ne sera jamais satisfait de toute façon, Non. parce que ce client-là va vouloir le baisser à 1 cent, puis s'il pouvait faire l'esclavage, il demanderait. Oh, oui, c'est ça, exactement. Alors, je pense C'est qu'il y a les valeurs, aussi... effectivement. Puis, je pense que toute décision qu'on prend, que ce soit dans la vie ou dans les affaires, doit correspondre à nos valeurs. Absolument. Tu sais, moi, c'est ce que je dis à mes gars. Ben, j'ai 2 ados, là. Moi, ce que je leur dis, c'est moi, je préfère pas manger que de manger quelque chose que j'aimerais pas. Puis vous faites du jeûne Moi, en c'est plus. Vous savez que vous faites ça? non, mais je Manger veux dire, en moi, s'il y a c'est juste bon la pour malbouffe, la mais, santé. mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je regarde la malbouffe, non, mais c'est vrai, si je regarde, Parfait. moi, j'aime pas le McDo, j'aime pas les frites. Ben, Moi pas non les frites de plus. chez McDo, je parle. Bon, ben, même si j'ai faim, ben, je vais me retenir, puis je vais attendre quelques heures plus tard pour manger quelque chose d'agréable, parce que je sais que, puis j'ai déjà vécu l'expérience, j'ai faim, je regarde ça, je suis à l'aéroport, je trouve rien, je vois quelque chose que j'aime pas, je le mange, je me sens pire après que si j'avais pas mangé. Ben, Ouais. je pense que c'est la même chose en affaires. Des fois, on se dit, ah ben, est-ce que je vais me plier en 4 pour un client qui appréciera même pas mon travail parce que tout ce qu'il cherche, c'est un bon prix? Ben, puis sinon, fais d'autres choses. Puis si tu Mais dis, ah en ben, je suis fait, pas capable, ben, fais d'autres choses je d'abord. suis d'accord avec vous. Vous nous mettez sur une piste très intéressante. Mais le problème, moi, je l'ai vu parce que j'ai mentoré beaucoup pendant la COVID de jeunes traducteurs qui avaient été licenciés et qui devaient se replacer. Puis je savais pas par quel bout le prendre. J'ai pris par le bout des valeurs. Et là, je leur faisais passer un test qui s'appelle la priorisation des valeurs. Parce qu'on sait que
Et puis là, je parle des valeurs personnelles. Là, je parle pas des valeurs familiales, je parle pas des valeurs de notre milieu de travail, tout ça. Leurs valeurs Ouais, tout se personnelles. touche, non? Les valeurs personnelles touchent la famille, touchent le travail, touchent le reste. Oui, mais pas nécessairement. C'est ça. C'est que justement, l'entreprise a aussi ses valeurs. Le client, là, je parlais pour les traducteurs, mais c'est bon pour les interprètes. Et là, je leur disais, c'est quoi? Là, tu vas faire le test, tu vas me sortir 7 valeurs pour toi. Puis, j'ai aucun des mentorés qui avait la même liste de valeurs. Puis, tu les mets comme tu veux. Donc, sans doute que tu vas penser que la première valeur, c'est ta plus importante. Mais savez-vous quoi? C'était pas leur valeur la plus importante. Souvent, c'était une autre valeur. Et là, je leur disais, il y en a la première. Excuse-moi, ils ne savaient pas eux-mêmes que c'était la valeur la plus Non. importante? Non, ils OK, pensaient ils s'en que rendaient c'était pas une autre. compte. Ils s'en rendaient pas compte. Ils savaient qu'il y avait ces valeurs-là, ça c'était correct, mais ils savaient pas que c'était la plus importante. Puis là, je leur disais, là, c'est important, celle-là, elle est non négociable. Si tu fais affaire avec tu te fais engager par une entreprise et que ça va à l'encontre de cette valeur-là, tu te tricotes un épuisement professionnel avec les années. Même si tu as un bon salaire, même si tu es proche de la garderie, tu peux aller chercher tes enfants, si ces gens-là, justement, pour toi, la famille est importante, mais ton milieu de travail ne te permet pas de vivre, n'est pas favorable aux valeurs familiales, à ce moment-là, tu vas toujours piler sur toi. Alors, cette valeur-là était non négociable. Les deux autres pouvaient amener des compromis. Moi, j'ai travaillé chez Lionbridge, entre Puis les autres. 4 autres. Les 4 autres, on s'en servait pas. C'était juste pour... j'allais pas plus loin. J'aurais pu aller plus loin, mais là, à un moment donné, il fallait qu'on avance pour qu'il se trouve du travail. Puis, entre autres, quand j'étais chez Lionbridge, j'étais en conflit de valeurs avec Lionbridge. Mais ma valeur principale, c'est la communication. Et là, ma gestionnaire, elle a compris que si elle me mettait en contact avec j'étais réviseur, les traducteurs, que je communiquais avec les traducteurs, que je les aidais, à ce moment-là, moi, j'ai pu rester parce que j'ai trouvé dans ce milieu-là qui correspondait pas à mes valeurs personnelles à bien des égards, mais ma valeur principale n'était pas, je pouvais la vivre dans mon milieu. C'est pas toujours facile. Mais là, il faudrait peut-être définir c'est quoi une valeur, parce que la communication, est-ce que c'est une valeur? Moi, j'aurais vu la loyauté comme une Je vais valeur. vous dire c'est quoi une valeur. Je me suis posé la même question. D'abord, on a les besoins fondamentaux qui sont manger, respirer, boire. La pyramide Oui, la pyramide de Maslow. Oui, merci. D'accord. Ensuite, vous avez le sentiment d'appartenance. Toujours dans les affaires de base. Sentiment d'appartenance, contrôle. On parle pas de power trip. On parle d'avoir des enfants ou d'être professeur. Ou, en tout cas, il y en a plusieurs. La curiosité et tout ça. Et les valeurs, on a tous ces besoins-là. Moi, la première chose que je leur fais passer, c'est tes besoins fondamentaux sont peut-être pas les mêmes que ceux de ton collègue. Tu peux peut-être avoir besoin d'aller, toi, faire un marathon. L'autre, ton collègue, lui, il est très sédentaire, puis vous êtes d'aussi bons traducteurs l'un que l'autre. Donc, il y en a un qui peut avoir un besoin de bouger que l'autre n'a pas besoin de bouger. Il y en a un qui veut besoin de manger que l'autre a peut-être moins besoin de manger. Il y en a qui ont besoin de plus de sommeil, moins de sommeil. Mais alors, tout ça, je leur faisais délimiter ça. Et les valeurs, c'est ça qui nous permet de vivre nos besoins fondamentaux. Alors, c'est là, ça, c'est vraiment choix personnel, là. Alors, moi, je peux choisir, j'ai besoin de contrôle sain, là. Ben, je peux choisir d'avoir des enfants. Mais je peux choisir, j'aurai pas d'enfants, mais je vais être professeur, par exemple, parce que je vais avoir des gens qui vont dépendre de moi. J'ai un grand sentiment d'appartenance. Puis mon collègue, lui, il voit du monde une fois par mois, il a un 5 à 7, puis il est fatigué quand il revient. Il y a beaucoup de traducteurs qui sont comme ça. Donc, petit sentiment d'appartenance. Alors, c'est pour ça que le TIAC se voit une fois par année seulement. Oui, ben c'est tous des traducteurs. Alors, c'est ça. Donc, les valeurs, c'est ce qu'on choisit pour nos besoins personnels. C'est là que ça devient, on a tous des besoins personnels, fondamentaux, pardon, mais on choisit. Puis les valeurs évoluent, parce que là, vous êtes dans la période famille tous les deux, mais à un moment donné, ils vont quitter le nid. Donc, la famille va prendre la famille va toujours rester importante pour vous, mais ça va prendre une autre tournure, parce que les enfants vont avoir des conjoints, vont avoir les enfants aussi.
Ouais, en ce moment, par exemple, moi, je préfère les conférences Zoom parce que je suis proche de la maison pour mes enfants. Puis une fois qu'ils auront quitté le nid, ouais. Ça va prendre du temps, Brian. Ouais, pour moi, ça va prendre un peu plus de temps que le reste. Mais non, mais je l'ai vécu aussi avec ma fille aînée à 18 ans. Et puis, je devais voyager partout. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas Zoom. Il n'y avait pas de WebEx ou Teams. Et puis, ouais, j'ai vécu ça. Puis, c'était pas dans mes valeurs. Donc, éventuellement, j'en avais marre et j'en pouvais plus. Mais je savais pas quoi faire d'autre. Et puis, juste par hasard, il y a une petite chose qui s'appelle COVID est arrivée, et puis ensuite Zoom et les conférences en ligne. Donc, ouais, ça a répondu à mes besoins. Ouais, Non. je peux dire la même chose. Moi, mes enfants étaient, mon plus vieux est en 6e année quand il y a eu la COVID. Et puis là, il est entré en secondaire 1, là, c'était cette époque-là. Et puis là, ben, depuis toutes les dernières années, je passe vraiment toute l'adolescence présent avec eux. Je voyage un peu. Merci, Brian. Mais, ça, c'est une de mes valeurs aussi, de voyager et de bouger et de voir du pays. Mais d'avoir passé autant de temps dans l'adolescence avec mes jeunes, je veux dire, pour moi, c'est inestimable. Donc, oui, c'est vrai que c'est sûr que je sais que j'aurais manqué quelque chose si j'avais seulement été à l'extérieur pendant toutes ces années-là. Mm-hmm. Tout à fait. Effectivement. Et puis, pour revenir aux honoraires et les tarifs, et puis l'épuisement professionnel, est-ce que vous voyez une corrélation entre les deux en tant que neuroscientifique dans le fait où il faut faire plus de traduction pour un prix plus bas afin de rejoindre les deux bouts? Oui, on voit que euh, on parle de traduction, la post-édition. Premièrement, la post-édition, je commencerai par une parenthèse neuroscientifique, là, justement. C'est comme elle n'est pas de qualité à l'heure actuelle parce que justement les propriétaires de La cabinets post-édition. La post-édition n'est pas de... OK, d'accord. Non. Pour revenir là, j'arrive avec la neuroscientifique. Donc, chaque segment qui est proposé en post-édition représente une charge mentale plus forte plus élevée. Donc, cause une fatigue mentale plus élevée que la traduction from scratch, comme on disait là avant. Là. Fait que là, je vais vous donner l'analogie que j'ai trouvée. C'est, vous savez qu'on n'a plus le droit d'avoir nos téléphones, on ferme nos téléphones quand on travaille parce que les textos, ça fait cling, 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 puis ça nous dérangeait. La post-édition, c'est à peu près la même chose que si on recevait plein de textos. Parce que chaque fois que la post-édition nous propose un segment qui est plein de fautes, ou qui a des acronymes, tantôt c'était l'acronyme, puis 2 segments plus bas, c'est un autre acronyme, puis là, il faut que je fasse des recherches, c'est lequel qui est bon. Là, c'est comme je venais de recevoir un texto, puis là, il faut que je cherche. Puis là, je descends, là, mon premier segment, je le confirme. Deuxième, un autre texto, un autre texto, un autre texto, un autre texto. C'est l'analogie que j'ai trouvée la plus parlante pour décrire la charge mentale que représente la post-édition. Donc, non seulement ils ont un baisse de tarifs, mais en plus, ils ont une charge mentale plus élevée avec la post-édition à l'heure actuelle comme elle est faite. Quoi, c'est une frustration intérieure de devoir corriger les erreurs qui ont été commises auparavant? Oui, ben c'est parce qu'il faut. Oui, c'est une frustration parce qu'en fait, c'est comme sa propre traduction est prise. Comment je pourrais dire? C'est comme une discussion avec la machine, peut-être. Je reviens à l'analogie du texto, puis que l'interlocuteur n'est pas très flexible. Mm-hmm. Mais j'essaie d'imager parce que je ne comprends pas toujours la réalité au quotidien. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de traduction. Alors, Non, si j'en fais, c'est pour un client très spécifique, puis je pars vraiment de zéro pour le faire parce que. Mais si vous voulez, on peut parler d'interprétation parce que je donne aussi la formation aux interprètes. Et là, je vous dirais que vous, c'est ça que Laquelle? Laquelle? La formation? Oui. Ben, c'est la mienne. OK.
Je la donne Non, quand quel il y a volet, par exemple, là? Ah, Parce le qu'il y a volet. sûrement plusieurs volets, là. Ben le volet, c'est quoi? C'est la définition d'un interprète. Alors, un interprète, moi, je suis partie de mon propre cadre théorique que j'ai élaboré pour ma thèse de doctorat, j'ai vulgarisé ça. Alors, là, j'ai 2 hommes devant moi, 2 hommes interprètes masculins. Ça, c'est quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 choses. Il y a plusieurs choses. La première chose que je dis justement, j'ai donné cette formation-là à quelques étudiants de Louis Jolicoeur que vous avez eu dans votre balado, là, qui est dans son programme. Qui était mon directeur de programme à l'époque, oui. Oui, ben oui, c'est vrai. Si vous êtes droitier, gaucher ou ambidextre, c'est important de savoir. La plupart des ambidextres ne le savent pas parce qu'ils se considèrent dans notre société être droitier, c'est valorisé. Les gauchers le savent, eux autres qui sont gauchers, là. Pourquoi c'est important? Parce que la zone du langage n'est pas à la même place chez le droitier que chez le gaucher en général. La zone du langage, c'est l'aire de Wernicke et l'aire de Broca. L'aire de Broca qui est en avant, qui se prend en charge la production, et l'aire de Wernicke qui est en arrière, proche des oreilles, qui prend en charge la compréhension. Et moi, je suis gaucher, c'est quel côté, là? Moi, je suis gaucher. Vous devez être de l'autre bord, vous. OK, moi, je suis dans l'hémisphère droit, vous êtes à l'envers. OK. Bon, Alors, ça, c'est la première chose que je leur dis. Puis, je leur dis, vous faites passer le questionnaire, le Edinburgh Inventory of Handedness, que j'ai utilisé, pour savoir aussi si vous êtes ambidextre. Puis, en passant, il n'y a pas de droitier pur, à peu près pas, là. Il y a toujours une petite tendance gaucher, mais c'est en tendance. Deuxième chose que je dis aux interprètes de Louis, puis là, je parlerai pas, je veux pas me mettre personne à dos, selon que vous êtes un homme ou une femme. Parce que le corps calleux, qui est la structure qui relie les 2 hémisphères, est plus étroit chez l'homme que chez la femme. Donc, l'information, mais faites-vous-en pas, vous avez un mécanisme pour vous rattraper, mais c'est pas la même chose. Je suis jamais offensé pour quoi que ce soit, ça va. Alors, c'est que l'information passe moins bien pour ça. Vous devrez habiter nos conjointes à cette... Non, je vais faire le lien avec on va tomber dans le quantique, c'est là qu'on va... Parce que vous savez que le cerveau a il y a une façon de fonctionner chimique et électrique. OK? Okay. Alors, je reviens au corps calleux qui relie les 2 hémisphères. Donc, chez la femme qui, évidemment, porte les enfants, puis on parle de langue maternelle, c'est généralement dans l'ordre des choses que la femme est plus près de l'enfant dans les premières années. L'information circule de façon plus fluide entre les 2 hémisphères. Chez l'homme, ben, ça donne une force. Donc, ce qui veut dire que la femme, les émotions aussi peuvent embarquer, là. C'est ça. Alors, on a chacun nos forces. Faut que vous avez plus la force, c'est plus compartimenté, donc c'est plus facile. Vous pouvez mettre de côté, je dirais pas facile, parce que j'ai parlé avec des hommes, puis c'est vraiment pas facile de faire ça, mais c'est pas le même mécanisme. OK, là, mais je veux juste bien comprendre pour faire le suivi dans mon esprit, là. Là, on parle de faire quoi? Là, on dit c'est pas facile de le faire, mais les hommes n'ont dit que c'était pas facile non plus. OK, non, là, de vivre la masculinité, de vivre la compartimentation parce que mais ça, je vais pas rentrer là-dedans parce que je veux rester dans l'interprétation. OK, d'accord. OK. Et là, je rentre pas dans l'LGBTQIA+, là non plus, parce que quand j'ai fait ma thèse de doctorat, c'était homme-femme, là. Les gens n'avaient pas à dire... là, il y avait pas de différence entre le genre et le sexe et tout ça. Moi, je parle XX puis YX, là. On va s'entendre. Au niveau le plus fondamental possible. Là. Voilà, biologique, là. Oui, bien sûr. Alors, ensuite, il y a ce que je dis, c'est je demande aux jeunes interprètes le type de bilinguisme que vous avez, très important pour lutter contre la fatigue mentale. Alors, selon, vous savez, Brian, on s'en est parlé justement, l'âge d'acquisition. Alors, c'est ça, les jeunes générations vont être plus avantagées. C'est que quand on l'apprend tout petit, là, 2, 3 langues, parce que je pense que Brian, vous avez eu comme un contact avec votre mère en français, en anglais avec votre père, puis l'espagnol avec les copains, l'école. Tout le monde qui habitait en Amérique latine. C'est ça, toute l'Amérique latine. Bon. Ouais, voilà. Donc, vous avez dans votre cerveau une certaine répartition des langues que j'ai pas. Moi, c'est juste l'anglais, français. Puis après ça, à l'âge adulte, j'ai appris l'allemand, l'italien, mais moi, c'est pas automatique.
Chez vous, vous avez développé beaucoup d'automatismes par la force des choses parce que vous les avez acquises très rapidement. Alors ça, c'est un plus quand j'ai des jeunes interprètes, je leur dis pour être moins, ayez confiance, vous avez des automatismes. Les automatismes, quels sont-ils? C'est la grammaire, généralement, la syntaxe, c'est déjà automatique de passer d'une langue à l'autre. Ça se fait tout seul quand on a acquis les langues tout petits. On n'a pas besoin de réfléchir. Les genres, vous n'avez pas besoin de vous dire, c'est-tu au féminin, en français ou au masculin? Moi, quand je suis en italien, il faut toujours que je me pose la question, c'est-tu au féminin, en italien, puis en anglais, en français? C'est un casse-tête. Surtout quand j'arrive en Italie, là, faut que je rode ça, puis je reparte ça. J'arrive à m'en sortir, mais c'est plus fatigant, là. Ouais, le singulier pluriel aussi en italien, c'est... Singulier pluriel, les déclinaisons dans certaines langues, là, je sais pas, on pense à l'allemand et tout ça, la place du verbe à la fin de la phrase en allemand. Alors ça, c'est tout, quand vous avez acquis ces langues-là, c'est des automatismes qui ne prennent pas, c'est comme quand vous conduisez une voiture, quand on commence à conduire, on est prêt, on tient le volant à deux mains, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'y penser, à moins qu'il arrive un accident devant nous, qu'il arrive un imprévu. Là, on retombe en mode réflexion. Mais généralement, ça va très bien. C'est la même chose pour l'interprétation. Alors là, je leur demande, c'est quoi votre type de bilinguisme, de faire réfléchir. Alors, il y en a qui vont me dire, moi, j'ai 2 langues maternelles. J'ai une collègue qui s'appelle Lucie Battaglia. Elle dit, elle parle aussi bien français qu'anglais. Alors, elle passe de l'un à l'autre, puis elle est très à l'aise. Il y en a qui vont avoir un bilinguisme qui est plus coordonné, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une langue ou 2 langues à la maison, et puis ils vont avoir la langue à l'école, ce qui est un peu ce que vous avez vécu, Brian. Alors, puis nous, comme moi, c'est un bilinguisme subordonné, c'est-à-dire que j'ai appris à l'âge adulte. Alors là, c'est plus la même neuroplasticité qu'on a à l'âge adulte. On garde toujours une neuroplasticité, mais c'est plus la même. On a perdu là, la neuroplasticité des enfants. Alors là, je les rassure. Excuse-moi, mais oui. ça se garde pas avec je veux pas trop dévier de l'interprétation. Non, allez-y. Mais on peut, je veux dire, c'est pas un muscle aussi qu'on peut entraîner avec le temps. Je veux dire, moi, je vais donner un exemple personnel. Moi, j'ai français, anglais, espagnol depuis la naissance. Et puis, par milieu familial, un peu comme ça ressemble un peu à Brian. Ah, OK, vous avez le même, OK. On a un parcours similaire. Et puis, ensuite, j'ai été apprendre un peu d'allemand. J'ai vécu en Corée du Sud, j'ai appris un peu de coréen. Ensuite, j'ai vécu au Japon pendant 7 ans. Mon épouse est japonaise. Le japonais est encore une langue parlée à la maison avec les enfants. Alors là, puis moi, je continue, bien entendu, je pars au Japon le mois prochain. Je continue à entretenir cette langue-là, je continue à l'apprendre. Et puis, peut-être que là, parfois, je pourrais me dire, OK, je suis un peu rouillé, mais après 3-4 jours là-bas, non seulement ça repart, mais après un certain temps, non seulement je le parle, mais là, je recommence à apprendre au même rythme que quand, il y a 15 ans, j'habitais là-bas, à temps plein. Et puis, ça continue. Puis moi, peut-être parce que je suis jeune, j'ai 47 ans, j'ai pas l'impression encore d'avoir perdu une grosse marge. Là. Non, vous la perdrez pas non plus parce que vous avez la possibilité de l'entretenir. Parce que ramenons-nous dans les années 60, le Japon, c'était un pays qu'on pouvait pas visiter. Là, c'était alors aujourd'hui, c'est ça que je vous dis, c'est les nouvelles générations. Vous faites partie de cette génération-là. Je suis un jeune vieux. Je sais pas, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là, c'est merveilleux. Puis, ce que je leur dis aussi, qu'est-ce que je leur dis? Je vais juste aller voir là, Donc, c'est ça. Je leur parle aussi des processus mentaux en interprétation qui sont très différents de ceux de... parce que, OK, ce qui est pas automatisé, ça reste toujours la sémantique. Puis les connaissances qu'il y a dans vous devez apprendre, passer des fois 2-3 heures avant un congrès pour... On peut pas savoir ce qu'on sait pas, donc on doit l'apprendre. C'est ça. Donc ça peut pas être automatisé. À moins que vous soyez dans, je sais pas, ça donne que c'est votre domaine, mais 99,9% des cas, vous devez apprendre des choses. Donc ça demande beaucoup de jus. Et ce qui demande aussi beaucoup de jus, c'est la sémantique.
C'est-à-dire que là, vous avez votre locuteur, votre conférencier, votre conférencière, puis là, vous devez le suivre, puis voir comment ça se déroule. Là. Parce que là, vous devez extraire les concepts. Là, je parle plus de grammaire, je parle plus de le lexique, ça c'est automatique généralement. Quand vous êtes un interprète, là, vous trouvez automatiquement le lexique. Ça vous demande pas d'effort. Ce qui vous demande de l'effort, c'est les concepts qui sont abordés par le conférencier ou la conférencière. Je sais aussi, moi, je suis pas interprète, fait que je sais qu'il y a aussi des locuteurs, des conférenciers qui parlent mieux, il y en a de plus vite, moins vite. En tout cas, Des ça, c'est accents, autre chose. etc. Ouais. Des accents, c'est ça. Ben, il y a la compréhension, mais il y a si quelqu'un sait très bien s'exprimer et je connais le sujet, alors je peux faire un travail incroyable. Si quelqu'un sait bien s'exprimer puis je connais pas trop le sujet, ben, je vais comprendre automatiquement parce que la personne sait bien s'exprimer. Mais si la personne s'exprime mal et je ne connais pas le sujet, c'est un désastre. Et ensuite, si la personne s'exprime mal, je comprends rien et en plus, il y a des problèmes de son. Alors là, C'est ça. Il y a un Ça, accent. là, j'en ai parlé avec l'équipe de Glendon, là, les chocs sonores, là, des fois, là, chocs qui acoustiques, arrivent. ouais. oui, les chefs Acoustique, là, ça, c'est le... Ah, mais je parle tout simplement d'un problème de micro Non, aussi. non, Là. c'est ça, Parfois, les c'est gens ont juste un exactement. mauvais micro là, où J'avais ils utilisent compris des que AirPods. Là. c'est ça. Fait que c'est ça, effectivement. Fait que là, ce qui arrive, c'est que vous travaillez en sémantique, c'est ce que j'ai mesuré. Puis là, je vais arriver après ça, genre boucler la boucle avec vos hémisphères. J'ai prouvé, j'ai établi, j'ai fait mon analyse à partir de la sémantique que on utilise des processus pour raccourcir. Tu sais, des fois, le conférencier parle tellement vite que vous n'avez pas le temps de tout dire. Vous avez compris, mais vous avez pas le temps de suivre, fait que vous y allez par quelque chose de télescopé, là. Tu sais, alors, ça, c'est des processus Il y a des techniques que l'on développe en interprétation. Oui, absolument, des astuces, des façons de faire. Et à l'intelligence artificielle, d'ailleurs, Myrlène Metellus a parlé justement de l'aide que l'intelligence artificielle pouvait apporter en interprétation. Elle a parlé d'une application. J'ai trouvé ça très intéressant. Et là, vous avez ces processus mentaux-là. Et c'est que vous utilisez pour avancer. Et votre hémisphère, ce que j'ai trouvé, puis qui est pas encore mis en place, mais c'est normal, ça prend du temps avant que les choses qui sont découvertes soient commercialisées, c'est qu'il faut changer d'oreille. Autrement dit, c'est pour ça que l'hémisphère est très important. Vous savez que les hémisphères, ça marche de façon contralatérale. Ce qui rentre dans votre oreille, ça va à l'autre hémisphère à côté. Mettons, ça rentre par le discours que vous êtes en train d'interpréter, rentre par l'oreille gauche, ça s'en va dans votre hémisphère droit. Et moi, je pensais que quelque chose rentre dans mon oreille droite et pas, elle sort de l'oreille gauche, moi. Fait que ce que j'ai pour baisser justement la fatigue, la charge mentale, c'est qu'à un moment donné, les interprètes, premièrement, les interprètes ont tendance à enlever un écouteur, ils en gardent un pour la compréhension et l'autre pour se monitorer. Ouais. Mais et puis ça, c'est au début, là, parce qu'au début, généralement, on suit plus pas à pas le conférencier, on sait pas trop où il va s'en aller. Fait qu'on suit pas mal mot à mot, même si on a une idée de quoi il va parler. Puis à un moment donné, quand la fatigue s'installe, c'est de changer. C'est de recevoir le discours dans l'autre oreille et là de prendre vous monitorer de l'autre côté. Et là, c'est votre hémisphère de la créativité qui rentre en ligne de compte. Là, vous êtes plus en mode, moi je dis en mode rédaction, en mode créativité, là. Autrement dit, vous avez... Excusez-moi, mais là, vous dites que dépendant de quelle oreille, l'information entre par une oreille, alors là, ça va... de l'autre côté. Ça va allumer une autre partie de mon cerveau. Et puis, si j'écoute de l'autre oreille, ça va être une autre partie de mon cerveau. Oui. En fait, parce que les hémisphères, ça fonctionne de façon contralatérale. OK. Je ne l'avais jamais remarqué. Non, c'est parce que le problème qu'il va falloir faire, j'en parle d'ailleurs à mon mari. Mon mari est technicien en électronique. Je dis, faudrait que tu me fasses un casque d'écoute. Parce que les casques d'écoute ont souvent le micro d'un seul côté. Mm-hmm.
Je sais pas, là, vous, avec quoi vous Moi, c'est travaillez. parce que, moi, en fait, c'est parce que là, moi, par exemple, moi, j'ai des écouteurs qui ont une grille. Puis c'est des écouteurs ouverts. Alors là, ces écouteurs, ouais, comme Brian, Brian a le même modèle que moi. Ah, OK. Je connaissais Et puis pas. là, moi, je Intéressant. n'ai pas à retirer une oreille, tu sais, j'ai pas à retirer un côté pour pouvoir m'entendre. Je m'entends aussi bien que si je n'avais pas d'écouteurs. OK. Ou, mettons, à 98 disons-le comme ça. Ah, tu vois, je connaissais pas cette technologie-là. Je vais me renseigner. Merci beaucoup. Bon. Alors, moi, je n'ai jamais utilisé, puis moi, c'est depuis mes débuts en interprétation que j'ai fait ça, parce que j'avais justement remarqué, moi, je trouve ça insupportable de devoir retirer une oreille Ah, ou une OK. autre. Premièrement, je trouve que ça me fatigue plus que d'autres choses, parce que là, je dois me forcer à écouter seulement d'une oreille et pas de l'autre. Je trouve que c'est pas naturel. Et puis ensuite, par rapport au micro-casque, justement, c'est pour ça que j'utilise un micro comme ça quand j'interprète. Ah, vous avez, OK, d'accord. J'utilise un micro comme ça quand j'utilise exactement celui-ci quand j'interprète, non seulement pour la qualité du son, mais aussi, Brian aussi, justement pour éviter de jouer, à la fin de la journée, quand on interprète toute la journée, je veux dire, bien sûr, on est en équipe, mais quand on travaille toute la journée, moi, je veux dire, je trouve que toutes les petites choses qui peuvent s'accumuler au fil de la journée, à un moment donné, nous fatiguent plus. Alors là, c'est pour ça que j'ai pris la paire d'écouteurs la plus légère que j'ai pu trouver. J'ai le micro, le meilleur micro possible, et tout ça fait que je suis beaucoup plus productif au final et surtout moins fatigué parce que j'utilise tous ces petits outils-là justement pour éviter de jouer à gauche, à droite, etc. Alors, je parierais que vous devez faire cette gymnastique-là dont je vous parle, là, de changer, mais que pour vous, c'est naturel. Je parierais, parce que moi, ce qui est ressorti, c'est que, justement, parce qu'on a testé, on avait des interprètes, là. C'était Sylvie Lambert, qui est de l'École d'interprétation d'Ottawa, qui a recueilli les données. Et puis, moi, j'ai vu que les traducteurs, les interprètes, quand ils devenaient fatigués, ils rajoutaient de l'information. Puis, il y avait de l'information qu'ils omettaient. Donc, il y avait quelque chose qui perdait, là. Il y avait donc plus d'ajouts. Et quand il y avait cette dynamique-là, qui était à ce moment-là, il y avait une meilleure qualité, plus de qualité. Alors, quand on parle de qualité, moi, je l'ai mesuré sur le plan sémantique uniquement, alors. Donc, tous les concepts étaient bien, pas toutes, là, parce que c'est impossible, comme on se disait tout à l'heure, c'est un conférencier qui parle vite, mais on tourne les coins ronds, on n'a pas le choix pour le suivre, là. Mais en gros, c'était mieux comme ça. Je vais justement, cette semaine, je vais lire je crois que c'est une dissertation de Barbara Moser-Mercer. Est-ce que vous la connaissez? Oui. C'est les tours prolongés en interprétation. C'est les effets psychologiques et physiologiques sur l'interprète quand on interprète trop longtemps. Ouais. Mais ça date de 1998, donc. Mais c'est plus que il faudrait que je revoie si je l'ai pas dans ma bibliographie. Je me demande parce que c'est plus fatigant d'interpréter sur Zoom qu'en personne. Ah oui? Il faudrait peut-être refaire l'étude. Ben moi, ça m'intéressait beaucoup. Puis avec la façon, un protocole, là, je vais vous le dire, je faisais l'analyse propositionnelle. Maintenant, je ferais des graphes de connaissances. Là, on parle de knowledge graph. Plus, c'est plus tendance, là. Mais à l'époque, ça s'appelait, mais c'est la même chose, mais ça n'a pas le même nom. Ça me prenait 3 jours, le faire à la mitaine. Aujourd'hui, j'entraînerais mon GPT personnalisé, puis je lui demanderais de me faire ça. J'imagine qu'en l'espace d'une semaine, j'aurais tous mes protocoles traités, là. Il apprendrait, puis il s'entraînerait. Je te dirais, Brian, que la fatigue n'est pas la même sur Zoom. C'est pas que c'est pour moi, personnellement, c'est pas que c'est plus fatigant sur Zoom. C'est plus que la sorte de fatigue n'est pas la même. Non, c'est ça. C'est plutôt pour ça, personnellement. Parce que d'aller à une conférence, de sortir dehors, de prendre ma voiture, fait partie aussi d'une forme de fatigue d'être pris dans le trafic pendant une demi-heure que j'ai pas, par exemple, quand je travaille à partir de la maison. Ouais. Ma chaise ici est beaucoup plus confortable qu'une cabine où il fait trop chaud. Ouais, ou faire l'aller-retour Vancouver après 2 jours, s'habituer au fuseau horaire, etc. Puis, ouais. Non, il y a des pour et des contre, c'est vrai, mais quand j'interprète, je trouve que c'est mieux, que je suis moins fatigué à la fin de la journée si c'est en personne par rapport à Zoom. En fait, vous avez votre sentiment d'appartenance qui est nourri, dont on parlait tout à l'heure.
Mhm. c'est que vous voyez des gens. Ouais. Quand vous êtes sur Zoom, on se voit, là, je dis pas qu'on se voit pas du tout, mais moi, je trouve ça toujours mieux quand on se voit en personne. Donc, ça vous enlève la fatigue, ça vous nourrit. Ouais. Ça vous donne de l'énergie, au contraire. Ouais. Malgré Et puis à la fin d'une conférence, on peut toujours parler aux collègues après, puis parler de ce qu'on a entendu pendant la journée, puis peut-être souper avec et tout ça. Mais ma famille, ils s'intéressent pas beaucoup à ce que je l'ai dit pendant la journée. Alors, ouais, ma fille de 2 ans dit, c'est quoi cette affaire de... En fait, aux pas, l'ado, lui, se lève les Ah yeux. oui, les ados aussi, ouais. Et puis ça, moi aussi, les ados qui disaient rapport dans les Ouais, il dit- ciels. Quoi le rapport, hein? Ah, ils disent plus ça aujourd'hui. Il y a Non, j'imagine. il y a un nouveau Un lexique nouveau qui s'est vocabulaire. développé, là. Ça va être dans quel coin du cerveau? Écoutez, Madame Lemieux, on pourrait en parler pendant des heures de cet aspect de la neuro-linguistique, des recherches du cerveau. Je suis certain que ce ne sera pas la dernière fois qu'on vous invite. Ça a été Merci, moi aussi, vraiment, j'ai bien aimé. franchement, là, ça a Vous avez aimé été ça? super, super intéressant. Si vous avez des recherches ou des lectures à faire, ou plutôt à partager, Ouais, recommander. Ouais. envoyez-les-moi, puis moi, je vais les ajouter dans la description de ce podcast. Et puis, j'ai Je vais vous bien envoyer, l'impression, oui, j'ai l'impression qu'on va vous réinviter. C'est parce que en interprétation, il y a beaucoup de recherches qui sont regroupées sous la forme d'un livre, là, comment il appelle ça? Un recueil ou... Un recueil d'articles. J'en ai acheté un il y a 1 an, je pense, avec les dernières recherches en interprétation simultanée. C'est par justement Madame Moser, je pense qu'elle publiait dedans, là. Et puis c'est par section. Mettons l'interprétation d'intelligence artificielle, l'interprétation psychologie, l'interprétation et le côté culturel, etc. Alors, toutes les dernières recherches. Et je vais vous l'envoyer le nom, le titre, là. Et puis, je vous en ferai ce que Et on pourra partager ça avec nos auditeurs. Oui, absolument. Absolument. C'est parfait. Alors, tout le monde, merci beaucoup de vous être entretenu avec nous. Et puis, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker si c'est le bon mot. Et puis, Brian, je te laisse le dernier mot. D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est très important quand vous partagez, quand vous donnez des commentaires, etc. Ça nous donne l'énergie pour continuer, puis passer à l'épisode suivant, puis au suivant, jusqu'à... Ouais. Surtout quand on s'abonne, c'est bien de voir des gens. Ouais, tout à fait. Merci encore une fois, Sylvie, c'est une super belle conversation. On a appris beaucoup, et puis, comme elle a dit, ce sera une dernière fois. Bon, mais parfait. À bientôt. À bientôt. Bon.